Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Laurent Bizien est directeur général de Martin Technologies, leader français du marquage sur métal et plastique et de la fabrication de claviers à membrane et de claviers tactiles. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est parce que pendant le Covid, ils ont beaucoup aidé à la fabrication des respirateurs artificiels, utilisés notamment en soins intensifs. Le Covid, justement, a mis à l'épreuve l'organisation de cette entreprise libéralisante. Il a permis d'en tester la robustesse et de révéler de nombreux collaborateurs. Une épreuve du feu qui a soudé les équipes et qui a contribué à convaincre Laurent de l'efficacité de son organisation. Il nous explique comment Martin Technologies est devenue l'entreprise de tous les possibles. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent. Bonjour Grace. Laurent, ce qui est intéressant avec toi, c'est que ta carrière s'est construite sur une chose, enfin sur plein de choses, mais notamment une, qui est que tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors ça vient de... En fait, je pense que depuis tout petit, j'ai toujours détesté qu'on me donne des ordres, qu'on me dise quoi faire, et encore plus quand on m'expliquait pas pourquoi. Donc j'étais un enfant un peu pénible là-dessus, c'est que je demandais toujours à mes parents mais pourquoi. Et c'est quelque chose qui m'a profondément construit et qui finalement est un fil conducteur dans toute ma carrière et aussi orienté les choix que j'ai pu être amené à faire après. Oui, parce qu'à l'origine, tu n'étais pas destiné, entre guillemets, à être chef d'entreprise. Ah non, pas du tout. En plus, je suis d'une famille, il n'y a pas de chef d'entreprise dans mon entourage, il n'y a même pas d'ingénieur. Donc j'ai eu la chance d'être plutôt à l'aise à l'école et donc par fainéantise, j'ai suivi mes matières fortes et ça m'a amené dans une école d'ingénieur. Et par contre, très jeune, j'ai été impliqué pour donner des cours de tennis, donner des cours de maths. J'ai toujours aimé aider l'autre et être celui qui savait, en fait. Être celui qui savait, ouais, d'accord. Être celui qui savait. Tu dis aider l'autre. Est-ce que ce souci de l'autre, il a toujours fait partie de ton parcours quand tu es devenu dirigeant d'entreprise, de petite entreprise puis d'entreprise un petit peu plus grande? Est-ce que ce souci de l'autre a toujours fait partie de ton parcours ou est-ce que tu l'as appris au fil de ta carrière ? Je l'ai découvert au fil de ma carrière. En fait, j'en ai pris conscience au fil de ma carrière. Je pense que je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu le souci... j'ai une empathie, mais dont j'ai pris conscience vraiment très récemment, qui du coup a expliqué beaucoup de mes comportements passés. Donc j'ai toujours eu ce souci de l'autre, comment il vit les choses... comment lui donner envie, enfin d'être vraiment orienté là-dessus, mais sans vraiment, en le faisant de façon intuitive. Et c'est beaucoup plus récemment, j'ai conscientisé tout ça et que j'ai compris en fait comment je fonctionnais et en quoi c'est un vrai carburant pour moi, quoi. C'est d'ailleurs dans mes décisions aujourd'hui, les sujets sur lesquels je vais être le plus directif sont des sujets exclusivement RH, de bien-être au travail ou au contraire de difficultés rencontrées. On va parler un petit peu plus concrètement du coup de ton parcours, je disais petite entreprise puis groupe. Mais d'abord, cette empathie dont tu parles, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à assumer dans le monde du travail. Exactement. Et du coup, je l'avais enfoui. Donc je détectais des signaux, mon corps me donnait des signaux. C'est quoi des signaux ? C'est un sourire ? C'est des sourires, c'est même moi, une boule au ventre, une sensation corporelle d'inconfort sur une situation où en fait mon corps détectait quelque chose et puis là mon cerveau reprenait la main tout de suite en se disant non mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc là j'intellectualisais ce qui se passait et en faisant confiance à mon cerveau. D'accord. Donc ça a vraiment été ça et là, jusqu'à il y a 6-7 ans, quoi. Donc, c'est vraiment récemment que je me suis autorisé à faire autrement. Du coup, tout commence quand tu sors des études, où tu te retrouves vite à diriger une petite entreprise, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai une première expérience dans une toute petite PME de 10 personnes. Je suis le seul ingénieur, donc on me confie tout de suite des responsabilités pour créer un service et monter l'activité. Et puis, 5 ans après, en fait, je suis recruté dans une petite PME d'une 20aine de personnes en tant que directeur technique. Et puis, de par ce que j'avais exprimé au président à l'époque, avec une vraie volonté de diriger une PME,
il me propose d'en prendre la direction générale au bout d'1 an et demi. Oui. Challenge que j'ai accepté en étant convaincu que j'étais pas à la hauteur, que c'était trop gros pour moi, mais comme j'aime bien relever les challenges, j'y vais quand même. Et donc c'est comme ça qu'à 28-29 ans, j'accède à ma première fonction de direction. Et là, à ce moment-là, tu as du coup une façon de diriger qui est très classique, j'imagine. Surtout quand on n'a pas été formé ou sensibilisé disons, au management par la confiance, à l'écoute, ce genre de choses. À quel moment tu te rends compte déjà que là, il y a une limite ? Alors, c'est pas sur cette expérience-là, puisque là, je calque mon président de l'époque est un mentor et m'invite à progresser. Et j'ai un syndrome de l'imposteur, donc je suis toujours persuadé que les autres sont parfaits. Ce qui fait que ce modèle-là va m'inspirer beaucoup et va me faire progresser, va me faire apprendre beaucoup de choses sur les dimensions commerciales, sur les dimensions de gestion. Je viens d'un parcours ingénieur plutôt technique, donc j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc je suis encore dans une phase d'apprentissage. Et puis, sans m'en rendre compte, en fait, je bénéficie d'une confiance très importante de la part de ce président-là. On se voit qu'une fois par mois, quoi. Et moi, je gère un business à 300 km de son usine. Hein. Donc, en fait, je me rends pas compte qu'il me fait complètement confiance. Et c'est l'expérience suivante qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Je rentre dans un très grand groupe de 3500 personnes. Je prends la direction d'une BU de 70 personnes. Et là, je me rends compte que je suis patron d'une BU, que j'ai des responsabilités, mais j'ai aucun pouvoir. Toutes les décisions doivent être validées par une direction qui est au-dessus de moi et qui ne m'a pas sur place, quoi. Ah oui, d'accord. Et toi qui n'aimes pas qu'on te donne des ordres, là, ça bloque. Forcément, ça coince parce que effectivement, j'ai des directives que je ne comprends pas et en plus, on me donne pas de sens, donc je vois pas en quoi elles sont applicables à mon activité. Et puis, je me retrouve à faire du reporting 25% de mon temps. Et ça, pour moi, typiquement, ça, c'est pas créateur de valeur. Donc, cette expérience-là, qui sera très, très riche d'enseignements pour moi, va durer 15 mois. Et au bout de 15 mois, on va ensemble décider de s'arrêter là, puisque de toute façon, je sens qu'il y a un désalignement majeur avec les valeurs du groupe. Et je sens que même physiquement, ça commence à jouer sur moi, quoi. Donc, il est temps que je m'en aille. Ah oui, ok. Et donc, c'est juste après que j'arrive chez Martin Technologies et que là, je rebénéficie de cette confiance complète. Et c'est à ce moment-là que je comprends vraiment ce que c'est, en fait. Et ça va être un point de bascule fort pour moi, c'est que rebénéficier de cette conscience me fait prendre conscience de l'impact que ça a. Et il n'y a pas de raison que les collaborateurs n'en bénéficient pas. Quand tu arrives chez Martin Technologies, est-ce que l'entreprise est déjà une entreprise, disons, agile ? Je ne sais pas si c'est une entreprise agile aujourd'hui, mais en tout cas une entreprise sensible, ouverte ? Alors, c'est une entreprise familiale. L'entreprise, au moment où j'arrive, a 80 ans. Mais on est sur un management en bon père de famille, en fait. Ça a été dirigé par la famille historique, mais on est dans une organisation complètement traditionnelle. D'accord. Avec un président, un DG, un comité de direction, des équipes en dessous. Les décisions se prennent entre le président et le DG. Donc, on est dans un mode de fonctionnement complètement classique. Et on va dire la réflexion pour changer la façon de faire s'initie par notre président en 2012. Et donc, il me partage ses réflexions en 2013 quand j'arrive, quoi. Donc on a vraiment... on est parti une construction complète, on va dire, d'une nouvelle étape à partir de 2013. Parce que du coup, le dirigeant de l'entreprise, le président de l'entreprise, c'est quelqu'un de la famille fondatrice. Oui. Et du coup, c'est lui qui a initié ce changement. Ouais, c'est lui qui... il était directeur général de l'entreprise depuis 10 ans. Son père était président. Donc, son père part en retraite et donc moi, je rejoins le projet. Je suis le premier DG qui ne soit pas de la famille. Ah oui, d'accord. Et là, Gwendal Cadieux, notre président, était en réflexion en se disant, sur les 10 dernières années, l'entreprise a vécu des moments compliqués, dont la crise 2008-2009, et les recettes qui ont fonctionné pendant plusieurs décennies ne fonctionnent plus. Donc, sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire, en tout cas, il avait pris conscience qu'il fallait faire une bifurcation, changer quelque chose dans l'approche. Et donc là, il était vraiment en exploration. Il y a le livre d'Isaac Getz, Liberty and Sea, qui est sorti en 2012.
Zobris faisait pas mal parler de lui, donc il a commencé à se nourrir d'ouvrages, de conférences sur le sujet. Et donc, quand moi je suis arrivé, il m'a donné un bouquin de Zobris qui s'appelle « Comment un petit patron naïf et paresseux innove ». Et on n'en avait jamais parlé avant. Il m'a dit, lis ça, tu me dis ce que t'en penses. Et puis moi, j'ai foncé dedans parce que j'ai trouvé ça génial, en fait. Et ça me paraissait tellement évident et rempli de bon sens que... Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est enclenché. C'est marrant parce que du coup, tu n'as pas du tout été embauché pour aller dans ce sens-là, en fait. C'est plus une rencontre entre deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde sans même le savoir. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une rencontre sur laquelle on sent que ça match tout de suite. Gwendal est quelqu'un de très intuitif. Il sent très bien les gens. Donc, il y a des mots qu'on n'a pas eu besoin de le dire. Et tout de suite, c'était évident. Et une très grande lucidité sur le fait que là, il fallait embarquer un projet familial. Parce qu'au bout de 80 ans, c'est quand même très compliqué d'engager ce type de changement. Mais une grande lucidité d'où en était l'entreprise et du fait qu'il fallait tenter quelque chose d'autre. À ce moment-là, j'imagine que dans les entreprises familiales, disons qu'il y a une inertie, c'est-à-dire qu'il faut faire bouger la famille. J'imagine que le grand-père, même s'il n'est plus vraiment dans l'entreprise, il a peut-être toujours son mot à dire. Puis il faut aussi faire bouger les collaborateurs qui sont là depuis longtemps. Comment on fait pour faire bouger tout le monde ? Alors nous, on a cette chance-là, c'est que dans la transmission... En fait, les générations précédentes se retirent assez vite et laissent la place aux nouvelles générations. Donc, quand Bernard, le père de Gwendal, se retire, il se retire totalement et il laisse vraiment carte blanche à Gwendal. Donc, il y a une vraie liberté, il y a une transmission aux générations suivantes en disant maintenant, c'est à toi de poursuivre le projet. Il y a une vraie responsabilité du coup qui est assumée par la personne qui en prend la présidence. Et à profond respect de ça, à aucun moment il y a eu de retour arrière. C'était étonnant, parce que moi, les histoires familiales dont j'entendais parler, c'était plus effectivement le fondateur qui a encore 90 ans et qui vient au comité de direction. Et chez nous, pas du tout. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous mettez en premier en place pour changer l'entreprise ? La première chose qu'on met en place chez nous, c'est un outil du Lean qui s'appelle le management visuel. On vient mettre en place des routines quotidiennes auprès des équipes, beaucoup des équipes de production, puisqu'on avait identifié que la création de valeur se passait au niveau de la production, puisque c'est eux qui fabriquent les produits pour nos clients. Et donc, on a mis en place des rituels avec des indicateurs, des tableaux de bord sur lesquels chaque équipe analyse sa journée de la veille pour se dire qu'est-ce qui a fonctionné, surtout qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui a enclenché un changement culturel, puisqu'on venait mettre les équipes ensemble à échanger, à partager, à discuter, et surtout à chercher des solutions aux problématiques rencontrées. D'accord. Et c'est aussi une étape majeure dans notre transfo, puisque c'est le premier projet dans lequel, qu'on a mené en équipe projet, et la particularité de cette équipe projet-là, c'est qu'il n'y avait aucun membre du CODIR. À l'époque, on a sorti le CODIR des premières décisions sur ce sujet-là et on a confié ça à une équipe, on leur a fait confiance. Alors il y avait un membre du CODIR, Stéphane Cazoula, mon bras droit, qui venait tout juste d'arriver dans l'entreprise, donc lui il n'était pas baigné des croyances historiques comme quoi avec nos collaborateurs c'était pas possible, et il avait une vraie compétence en pilotage de projet. Donc on a confié ça à une équipe, on leur a fait confiance et puis en fait, on a poursuivi, c'est-à-dire que toutes les décisions qui ont suivi, et encore aujourd'hui, tout se fait en équipe projet, on va chercher des volontaires et on fait confiance aux équipes. C'est ça, donc en gros, ça marche un petit peu par groupe de projet. C'est quoi ? C'est des cadres par-ci, par-là ? Comment on choisit ? Non, c'est... à l'époque, on constitue une équipe projet dans laquelle il y a des chefs de projet, des opérateurs de production, donc on fait l'équipe multi-statut. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup sur la base du volontariat. Donc, on ouvre des projets sur la base de la matière qui nous vient du terrain. C'est systématiquement des sujets qui nous viennent des collaborateurs qu'on va ensuite proposer. Et on va faire un appel à volontariat et nous, on se dit, on préfère faire avec ceux qui ont envie qu'avec les experts. S'il y a les experts dedans, génial. S'ils ne se portent pas volontaires, tant pis. Et on ira les chercher au moment venu. Donc tout se fait sur la base d'équipes volontaires et quels que soient les sujets. Là, on a réécrit la vision à 10 ans de l'entreprise.
On a dit viens qui veut. On était 80% de l'entreprise, donc on a écrit une vision à 80%. Comment on fait pour écrire une vision à 80%? Eh ben, il y a des méthodologies, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc nous, on n'est pas plus malin que les autres, donc on s'est fait aider. On s'est fait aider de gens dont c'était le métier. Par contre, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est donner du sens au projet et faire en sorte qu'on ait un maximum de volontaires. Parce qu'en fait, la problématique, souvent, c'est que il faut pas que ce soit l'anarchie, quoi. Il faut quand même qu'il y ait des personnes qui décident. Donc, si c'est pas le codir ou les dirigeants, est-ce que ça se fait par ceux qui ont ça en eux, disons des leaders nés? Ou est-ce que ça se fait par un vote au final? Ou comment vous faites pour décider? Les décisions se prennent à plein de niveaux différents et ça dépend des décisions. Donc, les décisions se prennent par les gens qui sont impactés et concernés par les décisions, quel qu'en soit le sujet. Si on doit acheter un nouvel équipement, c'est l'équipe qui va utiliser l'équipement, qui va décider, qui va investir, qui va choisir l'équipement, etc. Sur une vision, la vision d'une entreprise, c'est pas la vision de son dirigeant. C'est mieux si c'est aligné, mais c'est pas la vision de son dirigeant, parce que pour faire vivre une vision, c'est les 100 collaborateurs qui vont la faire vivre sur les 10 prochaines années. Donc là, c'est des systèmes de vote, et puis on va prendre les thématiques sur lesquelles il y a le plus de votes, par exemple. Et puis, il y a des cas de figure sur lesquels on va prendre une équipe de 4-5 personnes sur une thématique pour prendre une décision. Et c'est 6-7 personnes sur une autre thématique. Et on va se répartir les décisions en se faisant confiance sur le fait qu'il n'y a pas de raison que le collectif prenne une mauvaise décision. Et puis, on a aussi une profonde conviction, c'est comme il y a le droit à l'erreur et le droit à l'essai chez nous, et si on s'est trompé, c'est pas grave. Rien n'est gravé dans le marbre. On fera machine arrière, on bifurquera et on trouvera une nouvelle réponse. Mais entre les deux, on aura appris. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que vous avez, initié ce changement? Ça fait 8 ans. On a démarré en 2015. D'accord. Est-ce que, depuis, tu as vraiment vu une différence dans la manière d'être en entreprise, dans la cohésion d'équipe? Oui, on a senti des grands changements alors qui sont fluctuants en fonction des périodes de la vie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a, quand on fait un appel à projet, un appel à volontariat, on a toujours des volontaires. Là, on vient de lancer un projet de transformation sur la qualité, on a plus de 50 personnes volontaires. Donc, le changement majeur, il est là-dedans, dans le fait que les équipes s'approprient vraiment les sujets de l'entreprise et du coup, on a toujours 10, 15, 20 volontaires sur les sujets. Un autre point important, c'est qu'on a appris à se parler, à s'écouter. Donc, on se dit beaucoup plus les choses. Les émotions et les ressentis ont trouvé toute leur place chez nous, ce qui fait que quand on a une problématique, elle est toujours émotionnelle en réalité. Quand il y a une problématique d'équipe, c'est toujours un petit mot de travers, quelque chose qui a été mal compris. Et nous, on va détricoter les situations en allant chercher la cause émotionnelle. C'est quoi la valeur qui a été bafouée? Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Et comment, si je suis blessé par une parole, je viens poser ça auprès de la personne qui l'a exprimé pour qu'on ne reste pas sur un non-dit et puis on ne va pas se dire bonjour pendant 5 ans, quoi. Oui. Ça, c'est des situations aujourd'hui qu'on décide de traiter systématiquement. Donc voilà, ça fait partie des éléments qui ont réellement... qui témoignent du fait que ça a changé. Aujourd'hui, j'ai des échanges avec des collaborateurs qui viennent me voir pour dire « je suis pas d'accord avec toi ». Alors, quelques-uns me disent « mais réellement, tout ce qu'on a fait, est-ce que ça a changé quelque chose ?» Et j'ai systématiquement la même question à leur poser, c'est l'échange qu'on est en train d'avoir, ce qu'il aurait eu lieu il y a 5 ans. Et la réponse à chaque fois, c'est « ah bah non, c'est vrai que je serais pas venu te voir ». Bah non. Et puis, tu serais pas en capacité de me dire « non, je suis pas d'accord avec toi ». Complètement. Voilà, et donc ça fait partie des points importants. C'est intéressant aussi de voir que les collaborateurs eux-mêmes ont cet esprit critique, ce retour sur l'expérience aussi. Ils sont capables de dire, tiens, est-ce que ça a changé? Il y a un moment, il y a une volonté, il y a une réflexion, quoi. Tout à fait. Et puis le temps passe, donc on oublie. Donc nos façons de faire d'aujourd'hui sont devenues des standards. Certains collaborateurs n'imaginent même pas qu'on fonctionne différemment d'ailleurs, puisque de toute façon, ils ne connaissent pas forcément. Et le fait de se dire, quand ça va pas, de se dire que ça va pas, pour eux, c'est normal, quoi. Bah oui, bah non, ça se fait pas forcément partout. Donc, il y a un phénomène aussi d'accoutumance qui a lieu, ce qui fait que on peut rencontrer des périodes
voilà, nous, depuis début 2022, le climat s'était un petit peu tendu dans le contexte inflationniste qu'on connaît, quoi. Oui. Le SMIC explose, les coûts explosent, voilà, les inquiétudes des uns et des autres. C'est en train de se résorber depuis maintenant 2-3 mois. Mais c'est des périodes, c'est des périodes de la vie où on voit que la culture fluctue, mais il y a quand même les fondamentaux. Et même les gens qui aujourd'hui peuvent être critiques sur notre façon de fonctionner, quand on va les chercher en individuel, ils sont attachés à la boîte, ils ont envie qu'on y arrive, c'est juste qu'ils ont une vision du comment qui est différente des autres, c'est tout, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que venir avec des critiques, tant qu'elles sont constructives, elles permettent aussi d'avancer. Elles sont indispensables. Si tout le monde dit oui, il y a un problème. C'est qu'on est, on est dans la secte, on est dans l'endoctrinement et il y a quelque chose de pas sain. Et puis on peut se galvaniser de dire oui, ils sont tous à fond, tout le monde est à fond. Non, c'est pas normal. Si quelqu'un dit ça, c'est pas normal. On doit toujours avoir des courants qui pensent autrement, des pas de côté, et qui nous ramènent aussi à la réalité du terrain. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de dans 6 mois et dans 2 ans. Donc il faut jamais oublier que on a trouvé une réponse à beaucoup de nos problématiques. Maintenant, dans 10 ans, on devra encore évoluer. Et c'est normal. Donc ça fait 7-8 ans que vous avez initié ces changements-là. Est-ce qu'il y a eu des formations ? Est-ce que vous avez fait du coaching aussi pour pouvoir embarquer vos équipes dans cette aventure ? Ouais. On a eu des formations sur la partie transformation lean et organisationnelle. Et un point clé dans notre évolution, c'est à partir de 2018 où on a proposé des parcours de coaching collectif. On a eu la chance de rencontrer un collectif de coachs qui s'appelle Toscane Accompagnement et du coup on est allé les chercher pour proposer des parcours d'accompagnement à destination de tous. Donc au début ils nous ont proposé de l'accompagnement de dirigeants et de l'accompagnement pour les managers. Ce qu'ils font principalement, c'est ça ? Ouais, ce qu'ils font principalement. Et puis nous on leur dit non, ça on l'a déjà fait. Alors pas le même type d'accompagnement, mais le principe de l'accompagnement de CODIR. Nous, on se sent OK de proposer quelque chose, mais pour tout le monde, du président à l'opérateur. Et donc, on a proposé des parcours, ce qu'ils appellent l'école du leadership. Et nous, on l'a proposé à tous, en se disant, via qui veut, pour les raisons qu'il souhaite, professionnelles, personnelles. C'est des parcours transformants, c'est 4 fois 2 jours, on est sur la confiance en soi, l'estime de soi, moi et l'autre, puis moi et les autres, et ensuite identifier le style de leadership de chacun. Donc c'est quelque chose qui va assez loin. Et puis quand on l'a proposé en 2018 avec Stéphane, on s'attendait à une petite vingtaine de volontaires, dont les 10 managers. Et puis là, on est tombé du gratte-ciel, puisqu'on a eu 42 volontaires. Ah oui, dis donc tout de suite. En première intention. Ouais. Donc ça en 2018. Et puis fin 2019, on avait 66 personnes qui avaient fait le parcours. Donc on a eu d'autres volontaires derrière. Et à date, on est à 80% des effectifs. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on propose à chaque fois qu'on a des nouveaux qui nous rejoignent. On attend d'avoir une petite douzaine de personnes parce qu'on a un turnover naturel de 3-4 départs en retraite par an. Et donc là, on va avoir cette année une 6e promo qui va démarrer avec quasiment une quinzaine de personnes, dont des personnes qui l'ont déjà fait en 2018 et qui ont envie de repasser un coup pour voir comment ils ont cheminé. Ouais, c'est intéressant. En fait, ce type de formation-là, c'est... tu disais, du coup, c'est... moi, qui suis-je, moi et les autres. Et du coup, le style de leadership, j'imagine que du coup, ça se construit beaucoup sur se comprendre soi-même. Tout à fait. Comme ce que toi, tu as pu vivre aussi dans ton parcours professionnel. On disait, l'empathie, c'est quelque chose que tu as mis du temps avant de l'accepter. Donc, c'est apprendre à grandir en tant qu'individu pour grandir au sein même de l'entreprise. Exactement. Leur parti pris, c'est en fait une transformation individuelle pour une transformation collective. Et nous, on croit beaucoup à ça. C'est que le dirigeant ne peut pas embarquer une transformation tant qu'il ne s'est pas transformé. Oui. L'encadrement, c'est pareil. Comment on donne du sens à une équipe si déjà soi-même, on n'a pas commencé à changer des choses dans les postures, dans la façon d'écouter les équipes, dans la façon de prendre en compte l'autre. Et une fois que tout le monde comprend ça, là, on peut travailler sur les croyances collectives, les croyances limitantes, les stimulantes, et on peut arriver, nous,
voilà, en 2013, j'arrive dans l'entreprise. Ce que j'entendais, c'était chez Martin, rien n'est possible. En 2018, à l'issue des 2 premières promos qu'on fait, dans les 2 groupes, ce qu'on a fait sur 2 temps complètement différents, dans les 2 groupes, la croyance collective qui est née, c'est rien n'est impossible. Chez Martin, rien n'est impossible. En 5 ans, on est passé de l'un à l'autre, quoi, en disant, mais aujourd'hui, on sait se transformer, on sait faire, et on est capable de, quoi qu'il nous arrive, on sera capable de le faire. Et d'ailleurs, la période Covid a été une période très propice pour tester ça, quoi. Ouais, j'imagine que ça teste en effet la robustesse de la culture à ce moment-là, quoi. Ouais. Comment ça s'est passé, justement ? Ça a été extrêmement surprenant. On a décidé de renvoyer tout le monde à la maison en une demi-journée. Donc le 16 mars, on renvoie absolument toutes les équipes à la maison, sauf 15 personnes, puisque on fabrique des claviers à membrane pour les respirateurs. Donc il fallait qu'on reste en activité. On a laissé chacun gérer, on a bénéficié de chômage partiel, et notre décision, c'était que chacun gérait en autonomie. Donc les gens venaient travailler, pour certains une journée complète, d'autres 2 heures et repartaient, mais en responsabilité. On leur a dit voilà l'enjeu pour l'entreprise, et là ça a été magique en fait. Les équipes se sont débrouillées, mais de façon extraordinaire. On limitait le nombre de personnes sur site, donc les managers restaient à distance, les équipes étaient à l'usine, et il y avait un manager qui venait en tournant pour limiter les effectifs. Ils ont fait des trucs incroyables. On a servi les clients, on a eu des masques en même pas 15 jours. Enfin, on a mis en place toutes les mesures qu'il fallait. Mon équipe HSE a géré la dimension sanitaire. C'est admirable ce qu'ils ont fait. Et on a eu vraiment des pépites. Il y a des personnes qui se sont révélées justement pendant cette crise. Ah ouais, complètement. Qui ont pris des initiatives parce que il fallait de toute façon. Il en allait au début de la crise, on ne sait pas où on va. On se dit, mais est-ce que la boîte va survivre à ça, quoi ? Enfin, combien de temps on va tenir sans activité ? Bon, il se trouve que nous, ça a redémarré encore assez vite, mais le bilan, c'est qu'on perd plus de 20% de chiffre d'affaires sur l'année quand même. Et pourtant, on finit quasiment à l'équilibre cette année-là. Alors que historiquement, ça aurait dû être un gouffre financier. Et c'est parce que tout le monde a fait attention, tout le monde a été attentif, a pris soin de l'entreprise. Nous, on a pris soin de nos collaborateurs en les mettant en sécurité le plus tôt possible et en les faisant revenir après quand ça avait du sens. Et puis, eux ont pris soin de l'entreprise, ce qui nous a permis de nous relever et de faire une année 2021 qui a été une année record, quoi. C'est la meilleure année depuis 2003. Ah oui, dis donc. C'est top. Donc ouais, c'est une belle expérience qui nous amène à beaucoup de confiance sur le fait que il faut une crise majeure, en fait, pour qu'on mette l'entreprise en difficulté. Donc, ce qui nous permet d'avoir de la sérénité pour la suite, parce que des crises, il y en aura d'autres. Le climat va avoir un impact énorme, c'est sûr. Ça va éprouver le système, Mais on va trouver des solutions. Je disais au début de l'épisode que si toi, tu t'es lancé aussi dans des postes de direction, c'est parce que tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Est-ce que tu as déjà été confronté à des gens dans ton parcours professionnel, ou là, chez Martin Technologies, à des collaborateurs qui sont comme toi et qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres ? Oui, bien sûr. On s'entoure de gens qui nous ressemblent souvent. Comment on les gère ? C'est ça la question. Pour moi, on n'a pas d'ordre à donner. On a du sens à donner. Je crois beaucoup dans le rôle des managers pour donner le sens et expliquer le pourquoi. Une fois que le pourquoi est clair, le comment, ça, c'est la responsabilité de chacun. Donc, on n'a pas d'ordre à donner. On a un sens à donner, expliquer pourquoi c'est important d'assurer telle ou telle mission, pourquoi c'est important de servir tel ou tel client. Une fois que ça, c'est clair, mais en fait, c'est évident pour les autres, quoi. Le collaborateur, il comprend que sa mission, elle est importante, parce que le rôle de chacun est absolument essentiel. Et moi, je ne crois pas que les gens aient plaisir à venir à l'entreprise pour pas contribuer. Non, ils viennent, ils ont un job, ok, il peut être alimentaire pour certains, mais ils ont toujours à cœur de faire les choses comme il faut quand même. Donc, si on trouve une façon de leur donner du sens, leur donner l'envie, et qu'on leur fait confiance de leur capacité ensuite à convertir ça en actions concrètes, ça se passe bien. Et puis ceux pour lesquels, par contre, le sens n'a aucune importance et que l'entreprise, à la limite, ils s'en fichent, ça m'est arrivé plusieurs fois de les inviter à quitter l'entreprise. Dire, on va t'aider à trouver un autre projet, puisque de toute façon, la direction que l'on prend ne te convient plus.
Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Ils ne l'ont pas choisi, le changement, on leur a imposé. C'est juste que voilà la direction dans laquelle on est. Et puis, si ça ne te convient pas, c'est pas grave. Et puis, on a d'autres personnes à côté qui elles, s'éclatent et à qui ça convient bien. C'est intéressant aussi d'accepter le fait que tout le monde ne puisse pas être heureux dans ce mode-là. Et qu'en fait, à ce moment-là, il vaut mieux partir pour s'épanouir ailleurs, quoi. C'est sûr. Exactement. Et on en a plusieurs qu'on a suivis comme ça et qu'on suit encore, qui sont dans d'autres boîtes, qui s'éclatent. Et puis, voilà, notre culture leur correspondait pas, c'est tout. Bon, merci beaucoup, Laurent. C'était très intéressant. Du coup, on a parlé de plein de choses, en fait, de formation, d'ordre, évidemment, c'est ce qu'on vient de dire. On a parlé aussi d'écoute de soi, de connaissance de soi, de confiance, de management visuel aussi. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu peux me partager la citation que tu as mis de côté pour moi ? Alors, j'ai un peu travaillé sur le sujet parce que c'est pas quelque chose qui me venait immédiatement. Et celle qui me parle beaucoup, c'est une citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça rejoint cette croyance qu'on a réussi à retourner. Et c'est quelque chose qui m'anime très souvent. On va pas réfléchir pendant 10 ans sur quelque chose. Non, on passe à l'action. On le fait, on verra bien et on se fait confiance sur le fait qu'on va en apprendre quelque chose. Et du coup, il y a beaucoup de barrières qu'on a franchies juste parce qu'on est passé à l'action. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que j'imagine que quand vous avez voulu changer un petit peu l'organisation, enfin la direction de Martin Technologies, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont dit « Mais enfin, vous êtes fous !» Enfin, faut pas trop écouter les autres non plus quand on y croit. On avait plus de personnes qui nous disaient que c'était pas possible que de personnes qui nous disaient que c'était possible. Mais tout le monde n'avait pas intérêt à ce que ça se transforme. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui. On avait certains managers qui n'avaient pas l'envie que ça change, puisque ils étaient bien, ils avaient beaucoup de pouvoir. Donc on est dans une organisation où le pouvoir, maintenant, il est auprès de tout le monde. Ouais, ça c'est intéressant en effet. Oui. Cette question du manager, c'est toujours le débat sur le manager. Est-ce que manager, ça doit être une promotion ou est-ce que finalement c'est plutôt une compétence ? Si on le voit comme une compétence, c'est vrai que ces histoires de pouvoir n'ont plus forcément lieu d'être. Bon, merci beaucoup Laurent pour cet échange très intéressant. Et puis, avec plaisir, Grâce. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.